Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour édition spéciale, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité géopolitique internationale. Une actualité qui fait parler d'elle au Mali. Bamako saisit l'ONU au sujet de la France, qu'elle accuse de soutenir les groupes terroristes en leur apportant appui en matière de logistique et de renseignement. Dans une lettre adressée à la présidence chinoise du Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, réclame la tenue d'une réunion urgente au sujet de la situation dans le pays, au moment où les dernières troupes de la force française Barkhane quittent le pays pour un redéploiement imminent au Niger. Nous allons tenter d'en savoir plus avec nos invités du jour. Accueillons d'abord l'expert international de la région du Sahel, Hassan Qassimi, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Monsieur, nous vous attendons patiemment. Nous rejoint également en direct depuis Paris le journaliste français Pascal Hérault. Bienvenue à vous également, monsieur. Monsieur Hérault, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Vous aussi? Oui, très bien, on vous entend, on vous reçoit parfaitement, monsieur Hérault. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir depuis le Mali Badou Sidi Koba. Vous êtes directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Soyez le bienvenu parmi nous, monsieur. Alors, on me fait signe que monsieur Badou sera parmi nous dans quelques instants. Sans transition, place donc au débat et l'on va commencer avec vous, monsieur Hérault. De très graves accusations sont portées par Bamako à l'encontre de la France. Quelle lecture faites-vous de la démarche malienne consistant à saisir le Conseil de sécurité? Je pense qu'il faut remettre ce courrier malien adressé par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dans un contexte. Le contexte, c'est le départ des Français de l'opération Barkhane. Le dernier soldat français a quitté le Mali le 15 août, le jour même où a fuité cette lettre du chef de la diplomatie malienne. Le 15 août, c'est aussi une date importante parce qu'au niveau de l'ONU, il y a eu un rapport de l'expert indépendant de l'ONU, Alioune Tine, notamment dénonçant des exactions qui auraient pu être commises par l'armée malienne et la force paramilitaire au Mali. Donc tout ça intervient dans un contexte. On voit bien que depuis plusieurs mois, on est dans une guerre informationnelle entre la France et le Mali, et tout ça participe à une guerre des récits que les deux parties ont enclenché depuis le début du retrait de la force Barkhane du Mali. Très bien. Très bien, monsieur Hérault. Monsieur Qassimi, je me tourne vers vous. Les Maliens parlent notamment d'un soutien de la part des Français aux groupes terroristes qu'ils sont normalement censés combattre, de violations de l'espace aérien et autres. Ils affirment par ailleurs détenir des preuves. Quelle est la tendance au Quai d'Orsay d'après vous, mais également au ministère des Armées en France ou même au boulevard Mortier? Est-ce que, d'après vous, l'on s'inquiète quant aux griefs qui sont reprochés à l'armée française, monsieur Qassimi? Vous savez ce qui se passe actuellement au Mali, et si vous voulez que j'utilise un exemple un peu édifiant, c'est que nous assistons depuis quelques décennies à une véritable tornade. Bien sûr, ce n'est pas une tornade naturelle, mais artificielle, qui souffle du Moyen-Orient, qui a commencé en Afghanistan, qui a traversé l'Afghanistan pour arriver au Moyen-Orient, puis au Maghreb, et qui, bien sûr, comme vous l'avez vu, au Mali et dans le Sahel. Donc, il y a un véritable processus de déstabilisation de toute la région. Tous ces processus rentrent dans la nouvelle reconfiguration du monde où on est en train de redéfinir et de reconfigurer des zones d'influence par des voies brutales et violentes. À quel dessein, monsieur Qassimi? Laissez-moi terminer. Très bien, allez-y. Donc, ce qui arrive au Mali, nous l'avons vécu en Algérie durant les années 90, et on nous a imposé un terrorisme moyenâgeux, un terrorisme inhumain, un terrorisme scandaleux qui a tué des milliers d'Algériens. Et là, je vous dirais aussi que, et là, je suis surpris quand j'entends qu'on nous dit qu'il y a eu des exactions de la part des autorités maliennes contre des populations civiles. Alors, imaginez-vous, au Mali, il y a eu
5 coups d'État, une présence étrangère qui a plus de 50 ans, et on n'a jamais entendu parler d'exactions contre les populations maliennes. Et là, vous savez, nous pouvons absolument discuter de cet aspect concernant les droits de l'homme, les atteintes aux libertés, les atteintes aux droits humains. Là, si vous voulez qu'on parle de l'historique de la France-Afrique et de toutes les exactions qui ont été commises sur le continent africain, on pourrait bien en parler. Et là, on a une multitude d'exemples à donner. Très bien, Monsieur Qassimi, restez avec nous. Je réitère ma question. À quel dessein veut-on déstabiliser justement cette région du monde, d'après vous? Vous savez, je vous ai dit que c'est un processus qui a commencé en Afghanistan, qui s'est déplacé au Moyen-Orient, puis au Maghreb et dans le Sahel. Et nous sommes dans une situation de redéfinition des zones d'influence de manière brutale. Et là, sur le plan géostratégique, vous avez de grands intérêts qui sont en train de se reconfigurer sur le plan mondial. Et là, vous savez, c'est des nations comme des nations les plus faibles, les moins nantis en Afrique ou ailleurs, qui sont en train de faire les frais de ce processus de domination des territoires, de conquête des territoires et d'exploitation des richesses et des matières premières de ces pays. Donc le Mali subit de plein fouet ce processus de déstabilisation. Et là, vous savez, depuis pratiquement l'indépendance de ce pays, le premier président malien Modibo Keïta qui a été élu et qui disposait d'une légitimité qui a été malheureusement renversée. Et il y a eu à peu près 5 coups d'État dans ce pays et croyez-moi que dans tous ces coups d'État, il y avait toujours une présence étrangère derrière pour protéger les intérêts et le précaré de certains pays qui sont connus et qui maintiennent encore par la force de véritables potentats et de véritables tyrans au pouvoir ici en Afrique pour, bien sûr, et là malheureusement on ne parle pas d'exactions, on ne parle pas d'atteinte aux droits de l'homme, on ne parle pas d'atteinte à la dignité humaine. Et là, vous savez, ces pays étrangers qui sont encore là en Afrique, malheureusement, n'ont pas une grande réputation en matière de droits de l'homme et en matière de liberté et en matière de démocratie, parce qu'ils ont été les premiers à mettre au sommet des institutions de l'État des tyrans, des potentats qui ont gouverné par la force et qui ont gouverné par la dictature. Et voilà maintenant qu'on vient nous parler de liberté, qu'on vient nous parler de démocratie et qu'on vient nous parler de droits humains. C'est un langage que nous connaissons qui est inacceptable. Et là, croyez-moi que les nouvelles autorités maliennes ont raison de saisir l'ONU et de demander l'ouverture d'une enquête. Très bien, Monsieur Qassimi. De ce qui se déroule au nord du Mali. Parfait, Monsieur Qassimi. Direction Bamako avec vous, Monsieur Badou Sidi Koba. L'échec de la présence française au Mali est-il à ce point patent et palpable selon vous? L'échec de la présence française au Mali est total. L'échec est total. Ce n'est pas un échec à moitié. Parce que le 11 janvier 2013, quand Hollande ordonnait aux forces armées françaises d'intervenir au Mali pour stopper la progression des terroristes vers Bamako, il avait avancé un certain nombre d'arguments, parmi lesquels la restauration de la souveraineté du Mali. Ce qui n'a pas été fait. Nous avons remarqué que quand les forces françaises et maliennes sont arrivées au niveau d'Anefis, on a contraint l'armée malienne à rester campée à Anefis. Et ce sont les forces françaises qui sont rentrées à Kidal. Et puis après, on a constaté que le MNLA s'est retrouvé dans la ville de Kidal, alors que le MNLA avait été chassé du nord du Mali par le mouvement pour l'unicité de Tchad en Afrique de l'Ouest. Donc le MNLA a même été désarmé par les autorités mauritaniennes. Donc à notre grande surprise, nous avons constaté que la France a changé de trajectoire. Donc finalement, nous avons perdu le contrôle de Kidal, qui est devenu non seulement le fief de la coordination des mouvements de la droite et le fief également d'un certain nombre de groupes terroristes, mais la France ne veut pas le dépasser. Nous avons constaté que pour ses intérêts, la France n'a pas hésité, n'est-ce pas, à éliminer Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Donc, et à partir de Kidal, finalement, Kidal est devenu l'épicentre même du terrorisme. Donc, du nord, l'insécurité a gagné le centre, le reste du Mali. Donc, cette insécurité a débordé sur des pays comme le Burkina, le Niger. Donc, c'est la preuve que, vraiment,
que ce soit l'opération Servante, que ce soit l'opération Barkhane. Oui. Donc, nous, au Mali, on a insisté à un échec total. Ça a été un échec total parce que personne ne pouvait imaginer que la France, en tant que grande puissance, puisse mettre le meilleur vent pour pouvoir finir avec les mouvements djihadistes. C'est vrai que le général Barras, le commandant de la force Barkhane, a affirmé que la tête des différents mouvements, que ce soit Al-Qaïda au Maghreb islamique, que ce soit l'organisation État islamique au Grand Sahara, donc la tête de ces mouvements a été décapitée. Mais nous nous en doutons parce que à partir du moment où, quand il y a élimination des leaders terroristes, un autre leader vient, donc nous avons dit. Donc nous nous demandons est-ce que la France même a bien pensé sa stratégie avant de venir intervenir au Mali. Donc, et au-delà de ça, il y a beaucoup de zones. Donc, au Mali, on se demande est-ce que ce n'est pas les Français même qui épaulent discrètement les groupes terroristes pour mener des attaques à grande échelle. On a vu la série d'attaques qu'il y a eu. Il y a eu Nderiman, il y a eu Bourkesi, il y a eu Mondo, où des centaines de soldats maliens ont été tués. Il y a eu Komaga, il y a eu Sorbanda, il y a eu Kologo, il y a eu Dessangou, Djameli et Djalasangou et Resangou. Des centaines de Maliens ont été tués alors que Barkhane était encore là. Donc, nous, on se demande, on se pose cette question est-ce que réellement la France est venue pour nous aider à combattre le terrorisme ou bien la France est venue pour autre chose? Est-ce que la France n'est pas venue pour contribuer à la déliquescence de l'État malien? Parce que tout est parti de la crise libyenne, il faut le dire, tout est parti de la crise libyenne. Et pendant la guerre en Libye, la France a parachuté des armes dans le Djebel de Foussa. Apparemment, ces armes sont tombées entre les mains des djihadistes, sans compter l'arsenal de Kadhafi aussi qui a explosé. Donc, les terroristes ont puisé dans l'arsenal de Kadhafi et ils se sont dirigés vers le Mali. Et nous avons eu des informations comme quoi c'est le président Sarkozy même en son temps qui les a demandé de venir au Mali, que la France va les aider à obtenir leur autonomie. Très bien, Monsieur Koba. Très bien, Monsieur Koba, c'est un peu plus clair. Et donc, à l'issue de 9 années de présence en terre malienne, l'armée française a achevé son retrait lundi dernier. Un point final à une intervention qui, en conclusion, n'aura pas atteint ses objectifs ou les objectifs escomptés en matière de lutte antiterroriste. Qu'en est-il du sentiment des Maliens? Réponse dans ce sujet signée Inès Louraïeb. Le départ des forces Barkhane du Mali. Les militants nationalistes de Yerévolo s'en félicitent. C'est en effet le fruit d'années de lutte acharnée des Maliens pour mettre un terme à ce qu'ils appellent la force d'occupation Barkhane sur leur territoire. Ils évoquent entre autres l'échec de cette opération dans la lutte contre le terrorisme et précisent qu'ils ne sont animés par aucun sentiment anti-français. Ils restent cependant vigilants quant à l'évolution de la situation, évoquant la présence des forces françaises au Niger. Thomas Sankara était un savant quand il disait « seule la lutte libère ». Et aujourd'hui, après 9 ans de lutte acharnée, Barkhane est dehors. Il faut que l'aménagement s'en suive. Avant l'arrivée de Barkhane, le terrorisme se limitait dans les 3 régions nord du Mali. Mais aujourd'hui, les terroristes sont arrivés jusqu'à Bamako. L'arrivée de l'opération Barkhane, au lieu d'être une solution, a aggravé la situation. Elle a lamentablement échoué dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est très logique que le peuple malien se mobilise pour demander le départ de cette force d'occupation. Mais ça n'a rien de haine, de sentiments anti-français, rien de cela. Rappelons que le dernier soldat français a quitté le sol malien lundi. Après des mois de négociations entre Paris et Bamako, la force Barkhane a désormais une nouvelle terre d'accueil, un redéploiement au Niger au nom de la guerre contre le terrorisme au Sahel. Monsieur Hérault, je me tourne vers vous à présent. Lorsque François Hollande a décidé d'intervenir militairement au Mali, il était question, bien entendu, d'éradiquer les groupes terroristes qui sévissaient au nord du pays, notamment dans la région de Gao, encore de Kidal. 9 ans après, non seulement le terrorisme est toujours là, mais le Mali se retrouve dans une situation politique et économique bien pire qu'avant le début de cette opération. Comment expliquer cela, selon vous ? Je pense que quand les opérations extérieures, il faut rappeler qu'à l'époque, la France est intervenue quand même à la demande du Mali, oui. Mais quand elles s'éternisent, ça devient un échec politique. Et comme l'a dit très bien la personne qui a été interviewée, la France était perçue à la fin comme une armée d'occupation. Alors, elle a eu d'indéniables succès tactiques. On peut rappeler quand même qu'un certain nombre de chefs
notamment d'AQMI, Drukdel, de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, Al-Sahraoui, ont quand même été éliminés par les Français, et plusieurs de leurs lieutenants aussi, mais elle n'a pas permis de contenir l'évolution de la menace djihadiste qui s'est progressivement déplacée du nord et de l'extrême nord du Mali sur le centre du pays, l'ouest, et a eu une contamination sur le Burkina Faso et dorénavant à la lisière des pays côtiers. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut retenir de ça que une armée, quelle que soit sa puissance étrangère, quand elle intervient dans un pays étranger, elle doit le faire en harmonie avec les forces militaires sur place. La France, je pense, en se mettant en première ligne, a fait une erreur du début. Cette opération extérieure aurait dû être très limitée dans le temps. Maintenant, tout le repositionnement de l'effectif militaire français vise à amener un appui opérationnel aux forces présentes, à la demande des forces présentes. Et je pense que le pouvoir politique a retrouvé un peu de sagesse en France. C'est-à-dire, Monsieur Ayrault? C'est-à-dire qu'on passe d'une posture où l'armée française se battait en première ligne et une opération qui devait être ponctuelle, telle que les autorités françaises nous l'avaient annoncé à l'époque et qui a duré 9 années, à une posture de coopération militaire où on intervient à la demande des pays amis pour faire de l'appui logistique, de la formation, des entraînements conjoints. C'est tout l'objectif de la réarticulation du dispositif français. Il y avait à peu près 5100 hommes au plus fort français au Mali. Ils ne sont plus que 3000 actuellement. On a réduit aussi la voilure en matière d'équipement. Il y a moins d'avions, il y a moins de camions, il y a moins d'équipements militaires. Une partie a été repositionnée sur le théâtre européen dans une opération de réassurance de nos partenaires européens de l'OTAN avec le conflit en Ukraine. Donc, on a sérieusement réduit la voilure. Je voulais vous signaler une autre chose aussi. Allez-y. Il y a eu aussi, à mon avis, un manque de progrès qui a été accompli par les autorités maliennes pour la mise en place des accords de paix. Et ça, le président Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé fin juillet, quand il a demandé un retour dans les meilleurs rapides à la légalité constitutionnelle au Mali, signalant quelque part que les prises de pouvoir successives avaient retardé la mise en application des accords d'Alger. Et on voit qu'aujourd'hui, ce message a été entendu par les autorités à Bamako. On voit qu'on a repris les discussions, que le programme de cantonnement, de désarmement et de réinsertion des combattants, à peu près 26 000 hommes, devrait enfin se mettre sur pied. On va en parler justement. Mais ces accords d'Alger, ils ont été signés en 2015 et c'est Bamako qui devait les appliquer, ce n'est pas la France. Très bien. Monsieur Qassimi, 9 années donc de présence française au Mali, avec des citoyens qui, l'on se souvient, ont accueilli les forces françaises avec un certain engouement. Ces mêmes citoyens ont l'air d'avoir déchanté depuis. Pourquoi, selon vous, la France a-t-elle échoué au Mali? Et est-ce que les objectifs annoncés initialement n'ont au final servi que de prétexte à cette intervention militaire? Vous savez, l'accueil avec engouement, vous êtes en train d'exagérer un peu, il faut le mettre entre guillemets. Alors, je synthétise ce qu'on a vu un peu dans les images. Tout autre. Alors, vous savez que l'intervention française au Mali a commencé d'abord, c'était une intervention qui devait être ponctuelle dans le temps, mais malheureusement, on est passé de l'assistance à l'intervention et de l'intervention à l'occupation et à la domination des territoires. La France a redéployé au niveau du Mali plus de 5000 hommes, une véritable armée. Mais malheureusement, ce que nous avons vu sur le terrain, avec cette armada de moyens militaires et de logistique qui ont été redéployés au nord du Mali comme au centre, le terrorisme a pris de l'ampleur et contre toute surprise, le terrorisme s'est redéployé du nord vers le centre et vers le golfe de Guinée. Et là, on se demande comment se fait-il qu'avec cette armada, le terrorisme a pu se développer avec autant de force, avec autant de moyens. Et là, on peut se demander qui c'est qui est en train d'armer ces groupes terroristes qui ont des moyens plus forts que les moyens de l'armée malienne et que les moyens de certains pays en Afrique. Alors là, je voudrais revenir à un point très très important, c'est au sujet de la légalité de l'intervention française au Mali.
Alors là, je vais vous dire une chose, que l'intervention française au Mali est illégale et elle n'a pas d'ancrage juridique. C'est M. Dakounta Traoré, qui était président du Parlement et qui est issu du putsch qui a été fait contre le président Mahamadou Toumani Touré. Et c'est Diakounta Traoré qui a demandé avec une simple lettre 21-27 l'intervention de l'armée française. Et souvenez-vous ce que le président Hollande avait dit en 2013, que la France n'interviendrait jamais sans mandat de l'ONU, c'est-à-dire sans résolution du Conseil de sécurité. Il y a eu une seule résolution du Conseil de sécurité, c'est la résolution 2085 qui a autorisé l'intervention d'une force internationale africaine sans appui étranger. Donc là, l'intervention française au Mali est illégale, elle n'a pas d'ancrage juridique et il n'y a pas d'un mandat onusien pour permettre une telle opération qui, malheureusement, vous avez vu tous les dérapages que nous avons enregistrés durant ces 9 années, des populations civiles qui ont été tuées par des attaques d'avions, des attaques de drones, et c'est des populations civiles qui ont été tuées, et il y a beaucoup de cas qui ont été actés et enregistrés, et là, malheureusement, les Nations Unies ne se sont pas penchées pour étudier tous ces cas d'exaction contre les populations civiles maliennes. Et là, ce point est très, très important pour un peu recadrer l'intervention française au Mali, qui, il faut le dire, n'a pas de mandat de l'ONU ni de résolution du Conseil de sécurité. Voilà en quelques mots ce que je pourrais vous dire à ce sujet. Très bien, excellent, Monsieur Qassimi. Monsieur Koba, est-ce qu'il faut voir le retrait des troupes françaises et la fin de l'opération Barkhane chez vous au Mali comme une défaite de la France ou plutôt comme une victoire du Mali? Moi, je pense que le départ de la force Barkhane est plutôt une victoire pour le Mali parce que, comme je le disais au tout début du débat le 11 janvier 2013, quand Hollande ordonnait aux forces armées françaises d'intervenir au Mali à la demande du Djambouna, c'est ce qu'ils disent. Hollande avait dit que l'objectif, c'était de restaurer la souveraineté du Mali. Et on a vu autre chose derrière. Et finalement, on a perdu le contrôle de Kidal le 21 mai 2014. Quand l'armée gouvernementale combattait les rebelles terroristes à Kidal, il s'agissait d'une armée nationale quand même. Ni l'administration, ni Serval à l'époque n'a donné un coup de main à l'armée malienne pour que l'armée malienne puisse prendre Kidal. Donc, c'est la preuve qu'après Serval, Barkhane est venu pour compliquer la situation parce que souvent les Français font des jeux de mots pour tromper notre conscience, pour tromper nos peuples. Donc ils ont amené Barkhane pour dire que Barkhane est là pour combattre les terroristes, Barkhane n'est pas là pour combattre les groupes armés. Finalement, on a obligé le Mali à aller signer un accord, le couteau sous la gorge à Alger. Donc c'est ce qu'on appelait les accords d'Alger. Sinon, au Mali, c'est une mosaïque de peuples. Donc toutes les ethnies ont toujours été intégrées au Mali. Il n'y a jamais eu de discrimination au Mali par rapport à telle ou telle ethnie. Donc, finalement, les Français ont tout mélangé, tout tripaté pour faire croire qu'on a affaire à une guerre communautaire et qu'il y a une communauté qui est discriminée. Je prends l'exemple de Peul. Emmanuel Macron a dit en Guinée-Bissau, lors d'une conférence de presse, que les Peuls sont persécutés au Mali. Donc, quand ça sort de la bouche d'un président comme Emmanuel Macron, c'est extrêmement grave. Oui. Je pense que nous, les Africains, nous gardons encore en mémoire ce qui s'est passé au Rwanda. C'est la France qui a armé les forces armées rwandaises à l'époque dans le cadre de l'opération Nourwa et dans le cadre de l'opération Virunga. Et quand la guerre civile a commencé, quand l'armée patriotique rwandaise a conquis le Rwanda, les génocides se sont repliés sur le Zaïre, l'ex-Zaïre, et la France est entrée dans le cadre de l'opération turquoise sous prétexte que c'est un mandat de nous pour recueillir les génocides. Heureusement que le président Paul Kagame et les autres chefs d'État de la région ont eu le réflexe de chercher le maréchal président Mobutu et d'installer Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Donc la présence de la force Barkhane au Mali a été d'une très grande inutilité, ça n'a servi à rien. C'est pourquoi les autorités de la transition ont exigé le départ de Barkhane. Et quand Barkhane était là, on nous a imposé des couloirs aériens. C'est pourquoi quand il y avait des attaques terroristes sur nos bases militaires, nos moyens aériens ne pouvaient pas intervenir à temps. Donc, et avec le départ de Barkhane, vous avez constaté ces derniers temps, nous avons réussi beaucoup d'aéronefs. Donc, ils vont nous permettre désormais de contrôler notre espace aérien. Et la dernière fois,
la force Barkhane a violé notre espace aérien avant même le départ de Barkhane. Très bien, M. Koba. Nos moyens de reconnaissance aérienne ont détecté un avion français qui est venu notamment à Gao, mais le pilote a eu le refus d'éteindre le transpondeur. Mais malheureusement, l'avion a été détecté. Donc, c'est la preuve que le départ de Barkhane, nous ne pouvons que saluer cela. Parce que malgré la présence de la France pendant 9 ans, et ça rien n'a bougé. Sinon, la crise à le centre et le reste du pays, le Burkina Faso, le Niger aujourd'hui, les pays côtiers sont touchés. Au Bénin, il y a eu beaucoup de morts dans la province d'Atakora. Très bien, M. Koba. Je me permets de passer, M. Koba, M. Hérault. La force Barkhane sera redéployée au Niger où des manifestations hostiles à cette démarche sont signalées à Niamey. Quels en seront les objectifs selon vous et est-ce qu'il y a un risque que Barkhane subisse le même sort au Niger du fait de la montée en puissance du sentiment de rejet de la présence militaire française en Afrique? Il y a ce risque, effectivement, comme vous le soulignez. Ce n'est pas un redéploiement. L'essentiel des effectifs est déjà rentré en France. Beaucoup ont été redéployés, comme je vous le disais précédemment, sur d'autres théâtres en Europe, à la lumière de ce qui se passe en Ukraine. Sur la bande saharo-sahélienne, il n'y aura plus que 3000 hommes. Il y en avait plus de 5000 à cette période. Qu'est-ce qu'on aura comme empreinte? On va rester sur nos emprises habituelles. On ne crée pas de nouvelles unités, de nouveaux camps, tout ça. On va être prépositionné à Niamey au niveau de l'aviation et on va apporter un appui aux forces nigériennes qui ont un poste de commandement à Walam, dans la région Tillabéri, à l'ouest du pays, là où sévit l'État islamique au Grand Sahara. Mais l'armée française ne sera pas en première ligne, elle sera en appui aux forces nigériennes sur le terrain. Et au Tchad, on conserve notre dispositif qui risque d'être un petit peu réduit aussi. Et ce dispositif est à Djamena avec une composante aérienne à Abéché et à Farja-Largeau. Très bien. Monsieur Qassimi, je vous retourne la même question. Un redéploiement des forces ou d'une partie des forces de Barkhane au Niger, pour quel objectif, pour quel motif selon vous? Vous savez, le redéploiement, on a vu beaucoup de redéploiements là, mais il faut se poser d'autres questions. Non, pourquoi la force Serval a été transformée en force Barkhane? Oui. Bien sûr, l'objectif, c'est de combattre le terrorisme. Et croyez-moi qu'en Afghanistan, si on doit prendre un autre exemple qui est similaire, en Afghanistan, les Américains sont restés une vingtaine d'années pour combattre le terrorisme. Et ce qui s'est passé, au bout de 20 années, c'est que les Américains ont donné un État, un drapeau, une armée, un territoire aux terroristes talibans. Oui. Alors là, on se pose la question, est-ce que réellement il y a une volonté réelle de lutter contre le terrorisme ou alors le terrorisme n'est qu'un instrument de pénétration des territoires? On connaît très bien les intérêts économiques de la France au Niger. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y, et monsieur là, Qassimi, je vous dirai aussi de ce qui s'est passé. L'origine de l'instabilité au nord du Mali, c'est que les groupes armés qui sont arrivés au nord du Mali étaient en Libye. C'est des groupes armés, des djihadistes, qui ont guerroyé et qui ont fait la guerre contre Kadhafi et qui ont été armés par la coalition occidentale internationale. Et une fois que Kadhafi a été renversé, que l'État a été détruit, que le désordre a été installé dans ce pays, ces milices, ces terroristes, ces djihadistes ont été redéployés, pour utiliser le même concept que vous utilisez, ont été redéployés au nord du Mali pour déstabiliser ce pays. Et l'intervention de ces djihadistes au nord du Mali a ouvert la voie à l'intervention française. Et croyez-moi que l'intervention Serval, quand elle a eu lieu en 2013... Très bien. En 30 secondes, si vous le voulez bien, M. Qassimi, en 30 secondes. ont repris en 3 jours les principales villes du nord du Mali, à savoir Tombouctou, Gao et Kidal. Cela veut dire qu'il n'y avait pas en très bien, très bien. Merci M. Qassimi. Mais nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Et que l'intervention française a eu très lieu bien. sans combat
au nord du Mali. Très bien, Monsieur Hassimi. Merci. C'est la fin d'édition spéciale déjà consacrée, comme vous venez de le suivre, aujourd'hui au bras de fer entre la France et le Mali. Merci à tous nos invités d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne quant à moi rendez-vous dès demain pour un nouveau sujet d'édition spéciale. D'ici là, restez fidèles à L24 News.